Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Comment l'IA prédit et pourquoi elle discrimine parfois sans le vouloir. Avant de rentrer en détail dans ce sujet, je nous présente, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, nous sommes Camillo Rodriguez et Olga Dudko, fondateurs du cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de conseil, de formation et de développement en intelligence artificielle. Et notre rôle consiste à enseigner à parler intelligence artificielle, à parler IA. C'est quoi parler IA? C'est beaucoup plus que savoir prompter. C'est savoir comment fonctionnent les intelligences artificielles, à quoi elles servent réellement, comprendre leurs forces, leurs limites, et aussi savoir détecter des cas d'usage concrets. Et donc, notre objectif avec tout ce qu'on fait, avec ces webinaires et tout le travail qu'on mène, c'est d'aider chacun et chacune à développer son esprit critique pour ne pas être embarqué par des discours parfois trop simplistes ou exagérés. Et donc, nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui qui sera enregistré. Vous allez recevoir le replay la semaine prochaine, lundi matin, avec toutes les informations que nous allons partager aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vos micros sont ouverts. Il n'y a pas de limite si vous voulez parler. Si vous voulez poser des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à le faire, soit via le chat qui se trouve à droite, soit poser des questions à voix vive. C'est aussi notre objectif et ambition d'avoir une conversation, une discussion humaine avec vous autour de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, Je te laisse la parole, Camille. Merci. Bienvenue à Philippe qui vient de se connecter. Alors, aujourd'hui, on va couvrir plusieurs sujets. Du coup, d'abord, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'est l'IA et qu'est-ce qu'est le machine learning? On va voir qu'est-ce qu'est la régression. Du coup, c'est aussi un mot qu'on entend parler en data science, mais vous allez voir que c'est très, très, très simple à comprendre et à quoi ça sert. Comment on entraîne un modèle de régression? Qu'est-ce qu'un dataset de train de test? Qu'est-ce que les biais dans la donnée? Et enfin, comment calculer l'erreur d'une intelligence artificielle. C'est un peu les programmes aujourd'hui de la journée, mais vous allez voir, ça va se passer avec un exercice. Alors, juste pour un rappel, nous avons fait des webinaires, nous avons déjà couvert des sujets comme qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que les machine learning. Juste pour rappel, les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels. C'est une façon un peu différente de la façon classique. Dans la façon classique, quand vous faites un logiciel, vous écrivez la logique. Vous ou un développeur écrit la logique. Et une fois que la logique, le logiciel, il est écrit, il y a des données qui vont venir passer par cette logique. Les données, c'est des boutons que la personne, elle clique. C'est potentiellement des données qui sont inspirées quelque part. Du coup, la donnée va venir interagir avec la logique ou l'algorithme qui a été défini. Et ça va produire des résultats. C'est comme ça qu'ils fonctionnent la plupart des logiciels dans le monde entier. Alors, les machine learning, c'est une façon différente de faire des logiciels. C'est une façon, on va partir de la donnée. Et c'est grâce à cette donnée qu'on va pouvoir trouver la logique. Cette partie s'appelle entraîner un modèle de machine learning. Quand on fait des logiciels à la machine learning, on les entraîne. Et on les entraîne à partir des données. Et pourquoi on les entraîne? Pour qu'une fois qu'ils sont entraînés, on puisse leur passer des nouvelles données et que finalement, ça fasse des résultats. Du coup, pour rappel, les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels, sauf qu'on va partir des données. Point barre. Alors, moi, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple et après, on va les faire. Imaginons que j'ai envie de faire un logiciel capable de prédire les salaires d'une personne dans la data, dans les machine learning, dans l'IA. Demain, vous vous dites, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, j'ai envie de m'y lancer, par exemple. Combien je peux gagner? Alors, moi, je vais faire un calculateur d'IA, un calculateur des salaires dans la data. Alors, pour ça, je vais utiliser un dataset, un jeu de données. Un jeu de données qui a une colonne qui s'appelle les salaires et qui a d'autres colonnes qui sont l'année, les pays, les titres, l'expérience, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des données d'entrée qui vont me permettre d'entraîner un modèle de machine learning. Et une fois les modèles entraînés, je peux lui poser une question à mon modèle. C'est une question sur une donnée qu'il n'a jamais vue. Dans telle année, dans tel pays, avec tel titre, quel est le salaire que cette personne devrait avoir? Elle va me donner un salaire, une prédiction. Ça, quand vous entendez dans les news, une IA, elle a calculé les risques de quelque chose, on ne parlait pas de ChatGPT, on ne parlait pas des modèles de langage, on parle d'une IA souvent dans ces cas-là. Là, l'IA, elle prend plus le rôle d'une calculatrice. C'est une calculatrice qui est capable de faire la prévision d'une valeur en fonction des exemples qu'on lui a donnés passés. Alors, s'il y a des questions jusqu'à là, n'hésitez pas. Je vais vous faire une démo
que vous allez pouvoir reproduire de votre côté, parce que c'est tout avec ce qu'on appelle des outils no-code, qui sont absolument disponibles et gratuits sur Internet. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais partir d'un dataset, un jeu de données qui s'appelle Salary Data Science, que j'ai fait moi-même. Mais ça, c'est inspiré de quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. C'est-à-dire c'est un dataset que j'ai trouvé, que j'ai modifié légèrement, et je l'utilise pour cette démo aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et vous pouvez trouver certainement facilement. Alors, vous savez que dans ces datasets, dans ces jeux de données, il y a une colonne qui s'appelle ID, l'année où on a pris la mesure, l'experience level de la personne, du coup, est-ce que la personne elle est senior, middle size ou entry, l'employment type, du coup, on a de full-time ou contract time, du coup, à temps partiel ou à temps plein, les titles, si c'est machine learning engineer, data scientist, tatata. On a les salaires. Alors, de toute évidence, c'est ça la colonne qu'on va vouloir prédire. C'est ce qu'on appelle la colonne des sorties. On a où est-ce que la personne habite, combien de télétravail elle fait, de 0 à 100%. La company location, c'est où est-ce que la personne, la société, elle a son siège. Si la société, elle est petite, moyenne ou large. Et si la personne, elle a un sexe masculin ou féminin. Alors, vous voyez que, par exemple, on prend n'importe quelle personne. Là, on a un ingénieur data qui habite aux États-Unis, dont la société, c'est aux États-Unis. Il fait 100% de télétravail. Il est employé pour une grande société. Il est homme. Il a un titre de data engineer. Il est medium size. Et lui, il gagne 140 000 $. Du coup, en fait, vous voyez, ça, c'est juste un exemple. Du coup, là, comme celui-là, j'en ai plein. J'en ai 609 exemples. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une IA. On va la faire. Je vais vous montrer comment la faire. C'est replay, il va rester en live. Mais vous allez, pour que vous puissiez reproduire l'exercice si vous voulez. Et je vais faire un live. Je vais utiliser un outil pour entraîner des modèles de machine learning à partir d'une feuille de calcul. Et pour ça, je vais aller sur les extensions. Alors là, je suis sur Google, sur la suite bureautique de Google, et j'ai des modules complémentaires. Et dans les modules complémentaires, je peux installer des nouveaux trucs. Du coup, il y a pas mal des plugins pour mon Google Sheets. Alors, je vais utiliser un qui s'appelle SimpleML for Sheets. SimpleML for Sheets, c'est un petit hibou. C'est une application qui a été faite par les chercheurs des Google et les chercheurs des Zurich, des équipes de Zurich. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement installer et il est compatible avec Google Sheets. Et une fois que vous l'avez, il est là. C'est complètement gratuit, c'est open source et c'était fait par une équipe qui s'appelle les TensorFlow Decision Forest Team. Du coup, c'est quelque chose c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est moi qui vous la présente. Du coup, voilà. Une fois que vous allez avoir cette extension utilisée, elle apparaît ici dans la partie extension. Et moi, je vais la lancer. Du coup, pour la lancer, je fais tout simplement Start. Alors, quand je fais Start, il va ouvrir un petit encadré à gauche, à droite, avec les plugins. Normalement, les plugins, ça fonctionne comme ça, mais pas tous. Alors, ça va, il est en train d'exécuter. Ça prend un petit peu de temps. Et c'est un plugin, je répète encore une fois, qui s'appelle SimpleML for Sheets, qui me permet de faire beaucoup de choses, comme par exemple prédire des valeurs manquantes, spot des valeurs anormales, forecast des future values. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire, dans la partie avancée, je vais faire train a model. Et je vais utiliser juste train a model et make predictions. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais sur train a model. Alors, quand je vais entraîner un modèle, il va falloir lui donner un nom. Je vais l'appeler, c'est par exemple le calculateur des salaires dans la data. Il va me demander quelle est la colonne que je veux prédire. Alors, de toute évidence, ça ne va pas être les genres, ça va être les salaires en dollars. Du coup, il va falloir la choisir parce que le logiciel, il n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et là, ça c'est extrêmement important, c'est quelles sont les colonnes que j'ai envie de prendre en considération. Alors, je ne vais pas prendre l'ID, parce que l'ID, c'est complètement arbitraire. Sinon, il va penser que cette personne-là, elle vaut 11 et que là, ça vaut 22. Du coup, l'ID, on va l'enlever. Et vous voyez qu'il y a des petites couleurs, des petites codes couleurs. Il y en a 3. Là, il y a les roses. Les roses, c'est numérique. Les verts, c'est catégorique, c'est-à-dire que c'est une chose ou une autre. Mais certainement, il y a des fois ce qu'on appelle texte. Alors là, je n'ai pas de texte. Mais non, on peut en avoir des textes, mais ce qui est texte, on ne va pas les prendre en considération. Les machine learning, c'est une formule mathématique. Et une formule mathématique, ça ne peut accepter que des chiffres. Les catégories, ça va transformer en chiffre et du coup, on peut le laisser. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi un nom pour mon modèle, j'ai choisi la colonne que je veux prédire, j'ai choisi les colonnes que je vais prendre en considération.
Et je peux choisir des options avancées qu'ils me laissent jouer. Les gens qui ont développé ces plugins, ils sont laissés quels sont les modèles que je vais utiliser. Il y en a 3, Gradient Boosted Trees, Random Forest, Decision Tree. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui à ce stade de la différence entre les 3, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur Internet et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à faire de plus qu'entraîner. Vous avez vu, c'est très simple. Je clique, j'ai choisi la colonne, j'ai choisi les colonnes que je vais prendre en considération pour calculer ça. Et là, il est en train de dire qu'il est en train d'entraîner un modèle de machine learning avec 608 exemples et 9 features ou variables. Et tout ça, il est en train de les faire au niveau de mon navigateur. La puissance de calcul est en train d'être, c'est juste le navigateur. Rien n'est envoyé dans aucun serveur. Tout se passe dans le navigateur. C'est intéressant parce que là, si vos données sont sensibles, si vos données sont confidentielles, tout se passe ici dans le navigateur. On va les laisser entraîner. Vous avez vu, pour ceux qui ont déjà fait avec moi, des modèles de machine learning, ça prend un tout petit peu de temps à s'entraîner parce que grosso modo, ce qu'il est en train d'essayer de faire, une calculatrice capable de prédire les salaires d'une personne en fonction de ces variables. C'est ça, les machine learning. Et là, il a fini. Il m'a dit, j'ai fini. Du coup, c'est bon. Il m'a dit, completed with success. Alors, si j'ai envie de voir où est-ce qu'il est mon modèle, ça a été enregistré à mon drive avec les noms que je lui ai donnés. Vous voyez que c'était fait à 13h11, il y a 1 minute. Et si j'ai fait double-clic ici, j'ai quelques fichiers, et ce sont des fichiers pour un développeur. Ce sont des trucs en Python, et ce sont des choses qu'on ne va pas manipuler ici. Mais là, c'est ça mon modèle. C'est ça mon modèle, c'est tous les trucs nécessaires pour mon modèle pour faire un calculateur des salaires dans la data. Il est là. Alors, je peux évidemment l'exporter. Si j'ai envie vraiment de l'exporter, je peux le faire, mais on verra ça plus tard. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de l'utiliser pour faire des prédictions. Et pour ça, du coup, j'ai fait une colonne qui s'appelle test. Et là, je vais pouvoir tester. Donc, on va dire que, par exemple, vous êtes curieux et vous vous dites, par exemple, Alix, vous me dites, moi, en 2025, je veux savoir combien, par exemple, si je suis entry level et employment type, on va dire, par exemple, une société qui vous offre un télétravail de full-time. Job title, alors il va falloir prendre un pareil ici. Par exemple, vous dites, moi, ça m'intéresse Machine Learning Manager, par exemple. Combien ça peut gagner un Machine Learning Manager? Cette colonne, de toute évidence, on va la laisser vide, parce que c'est ça ce que j'ai envie de faire. Vous habitez en France. Si vous aimez le télétravail, on va dire, on va faire du 50% de télétravail, par exemple. La company location, on va dire que c'est aux États-Unis, ils sont de la thune. On va dire que c'est une boîte grande. Les boîtes grandes, normalement, elles sont des plus grands salaires. Et on va dire que vous êtes une femme. Alors, avec toutes ces informations-là, je vais tout simplement faire un Make Prediction. C'est pour faire Make Prediction, il faut que je sois localisé au niveau de cet onglet-là. Du coup, j'ai fait Make Predictions. Il va me dire, c'est ces modèles que tu veux utiliser? Oui, parce que je peux utiliser d'autres. Vous voyez que j'ai fait cet exercice depuis plusieurs années. Du coup, j'en ai plein. On va laisser celui-là. Et je peux lui demander d'imprimer les résultats, plus de confiance, plus de détails, plus rien de tout. Là, tout simplement, je vais faire le value. C'est tout ce que je veux. Et du coup, ça va me créer une nouvelle colonne ici, avec les salaires que vous méritez, Alix, dans la data. On va voir, sous ces conditions, combien vous méritez. Alors là, on est en train d'utiliser les modèles de machine learning entraînés pour faire une prédiction. Et là, il me dit, une personne en 2025, avec experience level entry, avec employment type full-time, dont les titre de travail s'appelle Machine Learning Manager, qui habite en France, qui fait 50% de télétravail, qui s'est fait embaucher par une boîte aux États-Unis grande, c'est une femme, elle mérite 71 000 $ de salaire. Donc là, vous avez vu ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à là? On a entraîné un modèle de machine learning et on l'a utilisé pour faire des prédictions sur des données inconnues. OK? Alors, ce qui est intéressant, c'est bien, on peut le faire, mais le problème, c'est que vous me dites, OK, mais est-ce qu'on se trompe? Et de combien? Alors, il y a plusieurs choses à voir. La première, est-ce qu'on se trompe et de combien? Parce qu'un modèle de machine learning, il va juste donner une valeur, mais on ne sait pas à quel point il va se tromper. Alors, quand on fait des modèles de machine learning, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on n'utilise pas toute la donnée. C'est-à-dire que là, j'ai fait, et j'ai utilisé, j'avais 600 et quelques, vous voyez, j'ai 606 données, et j'ai utilisé les 606 données. C'est dommage, parce que je n'ai pas mis les données de côté pour tester. Et normalement, une bonne pratique quand on fait du machine learning, c'est de laisser quelques données
dans ce qu'on appelle un dataset de tests. On les enlève du dataset de train. Alors, c'est exactement ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre arbitrairement une vingtaine, mais pas, on va pas prendre autant, on va prendre ça. À partir de la 586, excusez-moi, à partir de la 586, et tout simplement, je vais les couper et je vais les mettre ici. Je vais les mettre ici à partir de cette colonne-là. Et alors là, vous voyez, j'ai laissé enlever, j'ai laissé couper. Et je vais réentraîner les modèles de machine learning. Mais puisque là, j'ai les vrais salaires des gens, je vais pouvoir comparer avec les salaires prédits. Et là, je vais pouvoir savoir de combien il s'est trompé, à quel point je peux lui faire mathématiquement confiance à mon modèle. Du coup, là, ce que je vais refaire, c'est que je vais refaire l'exercice. Donc, on va revenir sur la partie train a model. On va l'appeler calculateur des salaires, mais sur la partie train, avec un dataset de train. On va laisser tous les restes tranquilles et on va entraîner. Donc là, je suis en train d'enlever des données volontairement. Mais par contre, pourquoi je les enlève? Parce que je les ai mis dans test. Et ça m'intéresse en test de venir faire des prédictions avec la vraie valeur. Donc, je connais la vraie valeur et je vais pouvoir comparer. Du coup, là, je continue. Elle est en train de faire beaucoup d'exemples. Plus on a, évidemment, mieux c'est. Et plus j'ai des features, mieux c'est. Plus j'ai des lignes vers le bas, notamment des données, mieux c'est. Plus j'ai des colonnes ou des features, mieux ça marche. Alors là, ça finit. Du coup, il me dit, j'ai fini. J'ai un deuxième modèle. Si vous voulez, si je rafraîchis mon drive, je vais avoir un deuxième qui s'appelle calculateur des salaires train, avec ses fichiers à lui. Du coup, c'est un autre modèle, c'est un autre calculateur, une autre IA. Et du coup, là, je vais venir la tester. Du coup, tout simplement, je me positionne sur l'onglet test et je vais faire make predictions. Du coup, là, ça va venir remplir cette colonne. Ça va faire des prédictions. Et ce qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir comparer avec les vrais salaires des personnes. Et là, je peux dire que, par exemple, pour la première personne, elle estime que les salaires, c'est des 119 000 $. Mais par contre, les vrais salaires, c'était des 105 000. Là, pour la deuxième personne, pareil, 119 000, et les vrais salaires, c'est 110 000. Là, c'est 58 000, et la personne, elle a 45. Du coup, des fois, ça fait plus, des fois, ça fait moins. Alors, je vais juste faire un petit contrôle F. Bon, ça, c'est un petit bug, c'est qu'ils mettent, les Américains, ils mettent des trucs en point, et nous, on a fait des virgules, et comme ça reste des valeurs numériques. Alors voilà, maintenant, j'ai mon salaire en dollars prédit. Et là, j'ai les vrais salaires qu'il avait. Du coup, je vais pouvoir les comparer. Et pour comparer, on va faire une nouvelle colonne qui s'appelle écart. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai fait cette colonne moins cette colonne et les autres? Ou est-ce que j'ai fait l'inverse? Est-ce que j'ai fait ça moins ça? À votre avis? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Vous n'êtes pas obligé de participer, mais c'est... Parce que là, vous voyez que certaines valeurs ont été en positif. Et là, il y a des négatifs. Mais si j'ai fait l'inverse, c'est que je ne fais pas L3 moins F3, mais que je fais plutôt l'inverse. Je fais ça moins ça. Je vais avoir exactement un problème, c'est que là, je vais avoir des négatifs et de l'autre côté, j'ai des positifs. J'ai les mêmes valeurs, mais ça, c'est changé. Alors, ce qu'on fait, normalement, c'est qu'on fait, peu importe si on fait l'un moins l'autre ou on fait l'un moins l'autre, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait quelque chose qui s'appelle l'écart absolu. Et l'écart absolu, c'est justement pour me passer des problèmes de dire je compare l'un ou je compare l'autre. Je transforme tout en valeur positive. Alors, il y a une formule qui s'appelle ABS. ABS, c'est la valeur absolue. Mais on va voir tout à l'heure comment est-ce que ça se fait. Et tout simplement, je mets la valeur absolue de ça. Et là, je prends toutes les valeurs. Et là, peu importe, vous voyez que là, c'était un négatif, ça l'a transformé en positif. Là, c'était un négatif, c'est positif. Là, c'était positif, c'est resté positif. On a l'écart absolu. Alors, pour la petite histoire, pour trouver la valeur absolue d'une valeur, on élève au carré et on fait la racine carrée. Si j'ai moins 2 et je multiplie par moins 2, ça fait 4. La racine carrée est 4 et ça fait 2. Alors, maintenant que j'ai mon écart absolu, je peux faire la moyenne. Et tout simplement, il me dit, bah voilà, la moyenne de tout ça, ça fait 30 000 euros.
30 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait une intelligence artificielle. J'ai entraîné un modèle de machine learning capable de calculer les salaires d'une personne dans la data. Sauf que ces prédictions sont en moyenne, on peut leur faire confiance à 30 000 euros près, à 30 000 dollars près. C'est ce qu'on appelle l'erreur. Tout modèle de machine learning, il a de l'erreur. Maintenant, vous pouvez dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est 30 000 dollars par rapport à ces données de tests. Vous êtes d'accord que si j'avais choisi d'autres données de tests, je serais arrivé à un résultat différent. Du coup, les données de tests, on les utilise pour calculer une erreur. Mais encore une fois, si on change de données de tests, ça va donner autre chose. Alors, il y a plusieurs moyens de réduire cette erreur-là. La façon la plus simple, c'est de se dire, je vais chercher par exemple les outliners, c'est-à-dire que je pourrais potentiellement utiliser. Vous voyez, le problème, c'est que là, j'ai des salaires qui vont de les plus petits, ce sont des personnes au Mexique qui gagnent 2 000 dollars, 2 800 dollars à l'année, ce qu'ils trouvent c'est scandaleux, c'est très peu. Et j'ai évidemment des personnes qui sont de l'autre côté du spectre qui gagnent 600 000 dollars par an, ce qui est absolument c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, normalement, ce qu'on fait quand on entraîne un modèle de machine learning, c'est qu'on enlève les gros écarts comme ça. Du coup, c'est un peu comme si j'ai dit, je pose la question toujours en formation, j'ai dit, quel est le salaire moyen en France? À quoi les gens me répondent, c'est 2 000, 3 000 euros par mois. Et j'ai dit, pas du tout. Les salaires moyens en France, c'est peut-être 20 000 euros par mois. Les gens me regardent comme un fou. J'ai dit, si vous prenez en considération Bernard Arnault, Lilian Bettencourt, Emmanuel Macron et tous ces gens-là qui gagnent des fortunes, ça fait monter la moyenne, c'est faramineux. C'est pour ça qu'on ne parlait pas des moyennes, on parle plutôt des médianes. Et du coup, en fait, pour parler de ça, on va enlever tout ce qui est vraiment hors du cadre. Et du coup, par exemple, les 600 000, on va rien qu'enlever tous les gens qui gagnent plus de 400 000 euros. Et on enlève tous les gens qui gagnent moins des... On va enlever tous les gens qui gagnent moins des, je ne sais pas, moins des 10 000. Et vous réentraînez un modèle, là, vous allez avoir quelque chose qui mathématiquement, vous allez la réduire beaucoup plus. Vous êtes d'accord? C'est une des façons de faire. Une autre façon de faire pour avoir moins d'erreurs, c'est tout simplement avoir plus de colonnes. Parce qu'effectivement, là, on n'est pas en train de prendre en considération beaucoup de choses. Est-ce que la personne elle parle anglais ou elle ne parle pas anglais? Combien d'années d'expérience elle a ou pas? Quelle est l'école qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est amie du patron ou pas? Vous savez qu'un des trucs qui a le plus d'influence dans les salaires d'une personne, c'est si on est ami du patron. Si on est bien recommandé par les patrons, ça va faire tout de suite augmenter potentiellement au double votre salaire. Cette information, elle n'est pas là. Du coup, en fait, plus on a des colonnes et plus on a des données, et plus on les travaille et qu'on fait attention à enlever les outsiders, les top 1% qui va venir fausser les trucs vers les bas et les top 1% qui va fausser les trucs vers les hauts, plus vous allez avoir un modèle qui est précis dans ses calculs. C'est comme ça qu'on entraîne un modèle de machine learning. Alors maintenant, ça marche, mais on n'a pas fait un truc. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a fait l'exercice combien pourrait gagner une personne comme Alix, on a pris ça. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait, c'est l'exercice, on va le faire pour Philippe. On va dire combien Philippe pourrait gagner avec les mêmes conditions qu'Alix, sauf que Philippe, et là, en différence, c'est qu'il est homme. On avait dit pour Alix, c'était 63 000, les nouveaux modèles. Pour l'autre, on va faire. On va voir combien ça mérite les salaires. La même personne, c'est juste qu'elle est homme. Et du coup, ça va venir écraser. Et là, elle me dit, voilà. Alors là, encore une fois, la différence, on va juste faire attention à la petite histoire de remplacer les virgules, les points par des virgules. Ça, c'est un petit bug. Ah, c'est bon. On va faire ici. On va remplacer les points par des virgules. Et là, par contre, on voit très bien qu'il y a un écart de 105 000 dollars parce qu'on est homme, 63 000 dollars parce que c'est femme. Et là, quand vous voyez ça, évidemment, ça saute aux yeux que c'est une IA sexiste. Parce que c'est la même chose, la même personne, les mêmes sociétés, tout est pareil, sauf que lui, c'est homme et l'autre, c'est femme. Et ça mérite quasiment les doubles de salaire. Alors, si vous êtes une femme, okay, si vous êtes un époux, ou si vous êtes un père de 2 filles et que vous avez des femmes dans votre vie, vous seriez scandalisé par ça. Parce que moi, je ne comprends pas une femme, juste parce que c'est femme, elle mérite la moitié d'un salaire, juste parce qu'un homme, c'est un homme. Mais alors, pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi ça arrive?
Eh ben, c'est très simple, c'est parce que la donnée, elle est biaisée en elle-même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est juste une machine, c'est juste une calculatrice. Mais vous voyez, si j'ai fait les salaires les plus bas, là, j'avais trié des salaires des plus bas vers les plus petits, vous voyez que ça saute aux cieux, qu'on a des femmes, 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 peut-être un homme, mais majoritairement, c'est des femmes, femmes, des femmes, des femmes, des femmes, les plus petits salaires dans ces bases de données. Et c'est à partir du moment où on arrive aux 70 000 $ et on commence à avoir des sommes. Alors oui, de temps en temps, il y a une femme. Mais vous voyez qu'il y a une énorme corrélation entre les sexes et les salaires. Alors à ça, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tout simplement la donnée comme ça? Et du coup, la donnée, elle est biaisée. Alors parce qu'il y a une situation d'injustice. Il ne faut pas être aveugle. Il y a une situation d'injustice dans la société, ça existe. Quand on est homme, normalement, il y a des études qui ont montré qu'on a plus de salaires. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'on a une injustice qu'il faut la faire perdurer. Il faut s'attaquer à ces cœurs de ces métiers. Ce n'est pas juste d'offrir la moitié du salaire à un homme à une femme juste parce qu'elle est femme. C'est pas juste envers les femmes. Et c'est pas juste, c'est tout simplement l'injustice. Alors, on ne fait pas simplement du bon, c'est parce qu'on est sympa et qu'on ne va pas les faire et parce qu'on a une conscience. Il y a aussi aujourd'hui une réglementation en Europe, via Acte, qui prévoit aussi de mettre des freins et des choses contre ça. Si vous faites des algorithmes de machine learning et que vous faites une IA qui est sexiste et qui a ça, vous risquez aussi des amendes. Donc, en fait, et comme ça, on ne se dit pas simplement les gens, ils vont faire parce qu'ils sont sympas qu'on va corriger cette erreur, mais tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, on règle une obligation réglementaire. On ne peut pas discriminer par rapport à l'âge, au sexe, à la religion, à la couleur de la peau. Tous ces types de choses, ce sont des injustices. Et on ne peut pas se cacher, tout simplement dire la donnée, elle est biaisée, bah, c'est simplement comme ça, point barre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Parce qu'on n'a pas d'autres colonnes. Une des choses, ce serait tout simplement, on ne va pas l'effacer, la colonne. On ne va pas l'effacer. Mais on peut ne pas les prendre en considération. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va faire entraîner un modèle de machine learning et on va l'appeler non sexiste, et si vous voulez, est respectueux de la loi. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher cette case. C'est ce qu'on appelle une réduction des dimensionnalités. C'est une des techniques qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Alors maintenant, avec cet outil-là, Simple ML for Sheets, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, la colonne, on ne va pas l'effacer, on va tout simplement ne pas la prendre en considération. Et après, je peux réentraîner les modèles de machine learning, et on voit que je l'aurais fait. Bah, finalement, les prédictions pour les hommes et pour les femmes seraient exactement les mêmes. Et on va enlever cette variable. On va enlever la variable sexe de mes calculs. Déjà parce qu'il faut les faire. Et en plus de ça, parce que si je ne les fais pas, je risque aussi des amendes avec la nouvelle réglementation autour de l'intelligence artificielle. On a une obligation morale et éthique. Et heureusement, aujourd'hui, on a une obligation légale. Je l'ai répété, je l'ai dit. Du coup, voilà. Alors ça, c'était la petite démo. En fait, c'est un outil qui existe, qui est gratuit. Cet outil Simple ML for Sheets, ça existe. C'est gratuit, c'est en ligne. Vous pouvez les trouver sur la page du Chrome Store. Alors, si vous allez sur les Chrome, c'est pas les Chrome Store, c'est les extensions des Google Sheets. Vous pouvez les trouver. Du coup, il y a les marketplaces. Et du coup, vous les trouvez ici. La Google Marketplace. Et là, vous trouvez, elle s'appelle, pour rappel, Simple ML for Sheets. Simple ML for Sheets, c'est Simple ML for Sheets, c'est un petit hibou. Comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est celle-là que je connais et celle-là que j'utilise dans mes formations. Alors, ceux qui me demandent, est-ce que ça existe en version Microsoft? J'imagine. Malheureusement, je n'ai pas la version, j'ai pas la suite bureautique de Microsoft, mais j'imagine que dans Microsoft, s'il y a un store applicatif, un store des plugins et des choses, ça doit exister. Quoi qu'il en soit, c'est ça la logique. Moi, ce que je voulais, ce n'est pas forcément l'outil, mais c'est que vous compreniez, on peut faire des calculs à partir des données. Maintenant, les données, si elles sont biaisées, évidemment, elles vont produire un biais, elles vont les reproduire dans les résultats, les modèles qui sont entraînés. Alors maintenant, j'ai montré cet outil-là aussi, c'est parce que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est un outil qui me permet, par exemple, de prédire des valeurs manquantes. C'est ce qu'on a tous, certainement. Vous avez tous des Excel ou des Google Sheets dans lesquels vous avez des données, mais il y a des données qui manquent. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand vous faites Predict Missing Values? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va entraîner un modèle de machine learning pour une colonne et il va regarder où est-ce qu'il n'y a pas de valeur et il va
utiliser les modèles de machine learning pour remplir ces colonnes. En fait, il va faire ce qu'on a fait, mais de façon automatique. Et du coup, en fait, je peux lui dire, telle colonne, il y a des valeurs manquantes, entraîne un modèle de machine learning pour cette colonne-là, et viens me donner la valeur qui devrait être là, plus ou moins. C'est ce qu'on fait. On peut utiliser de l'IA, finalement, pour remplir et pour nettoyer un dataset. On peut utiliser pour trouver des valeurs anormales. Alors, les valeurs anormales, c'est justement quelles sont les valeurs qui sont anormales, qui sont trop hautes, trop grandes, etc. Et ça, on peut aussi les faire en utilisant Simple ML for Sheets. Derrière, ce qu'il va faire, c'est que pareil, il va entraîner un modèle de machine learning, va faire ce qu'on appelle une régression. Qu'est-ce que c'est que la régression? Comme vous les voyez ici, je vais faire zoom, c'est comme si c'était une ligne quand on parle de régression linéaire, mais ce n'est pas la seule. Et tout ce qui sort de cette ligne, tout ce qui s'éloigne trop, c'est ce qu'on appelle une anomalie. On peut faire ce type de choses. Et on peut forecast des valeurs futures. Je vous laisse jouer avec ça. Maintenant, ce qu'on peut, c'est qu'on peut aussi l'exporter. Pour ceux qui sont un peu développeurs et un peu intéressés par la data, on peut exporter les modèles. Alors, il y avait un bouton qui s'appelait exporter. Ce qui est cool, c'est que là, je peux l'exporter. Et il va me dire, OK, maintenant, tout là, ton modèle. Il va même te donner, si vous connaissez Google Colab, c'est un cahier, ce qu'on appelle les cahiers Jupyter qu'on peut utiliser. C'est intégré à la suite Google. C'est complètement gratuit. Et vous pouvez tout de suite, copier les bouts de texte qu'il y a ici. Et je peux les mettre ici dans un bout de code complètement à part. Et ces bouts de code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter mon drive. Il va prendre les calculateurs du salaire des trains, tous les modèles, tous les trucs. Et après, il va me faire une prédiction. Alors là, il fait trois prédictions. Trois prédictions avec ces trois fausses données. Mais je pourrais modifier les codes pour dire non, change-moi et donne-moi une interface dans laquelle je mets les trucs à la main et tout me fait un truc. Et du coup, là, vous savez, vous voyez, utiliser un modèle de machine learning déjà entraîné, c'est trois lignées de code. C'est même pas trois lignées de code, c'est deux lignées de code. Une pour importer la librairie, qui s'appelle YDF. C'est IDF, c'est ce qui a été utilisé. Et une autre pour load et une autre pour predict. Trois lignées de code qui me permettent de faire une prédiction. Ça, c'était pour importer les modèles. Ça, c'était pour déclarer la donnée des tests et pour faire les modèles. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent et qui veulent faire ça, et ça, un projet à part. Du coup, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué comment était calculée l'erreur. Alors, l'erreur, quand on est dans du machine learning et qu'on montre ça, les gens, ils ont peur. Ils me regardent comme un fou. Parce que quand on n'a pas l'habitude des formules mathématiques, on a peur de tous ces symboles et tous ces bidules. Or, c'est extrêmement simple. RMSE, en anglais, c'est Root Mean Squared Error. En français, c'est erreur moyenne absolue de mon modèle. Et comment ça a été calculé? En fait, vous voyez, je vais vous rappeler comment est-ce qu'on a calculé cette valeur. C'est la moyenne des écarts absolus. Et pour trouver les valeurs absolues, on prend la valeur moins la valeur réelle. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait ici. La valeur prédite moins la valeur réelle au carré. Et on fait la racine carrée pour que ce soit la valeur absolue. Et on fait ça, ça veut dire la somme de tout ça, divisé par les nombres d'exemples, c'est-à-dire la moyenne. Du coup, ça, c'est la formule mathématique de ce qu'on a fait ici en Excel. Ni plus ni moins. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur moyenne absolue, que c'est ma façon préférée d'expliquer comment calculer l'erreur. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes, d'autres spécialistes du machine learning qui utilisent d'autres formules. Celle-là, ça me plaît beaucoup parce que c'est très intuitif. C'est l'erreur moyenne absolue. On prend la valeur prédite, la valeur réelle, on fait la différence, on élève au carré et on fait la racine carrée pour avoir la valeur moyenne, et on fait la somme de tout ça divisé par les nombres des cas. Et là, vous savez, l'erreur moyenne absolue qu'on a fait. Ces webinaires, ça va rester dans une vidéo. Vous pouvez revoir avec du calme si vous voulez refaire l'exercice, parce que là, vous avez appris beaucoup de choses. Dans ces cours webinaires, on a appris que les machine learning, c'est une technique utilisée par les ingénieurs pour concevoir des logiciels à partir des données. C'est une façon de faire des logiciels. Je répète, les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels. Ça fait partie du domaine de l'intelligence artificielle qui est très en vogue aujourd'hui. Et c'est utilisé pour faire des logiciels à partir des données. Pour entraîner un modèle de machine learning, les ingénieurs derrière ont besoin des données d'entraînement. Et ça, c'est la même chose avec ChatGPT, avec ce qu'on vient de faire, avec tous les modèles de machine learning. Toutes les IA ont besoin des données d'entraînement. Tous les IA, les modèles de machine learning.
La régression, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est une technique utilisée en intelligence artificielle pour estimer la valeur d'une variable numérique en fonction d'autres variables, ce qu'on appelle les features. Et du coup, tous ces features, les features, c'est quoi? C'est les pays, c'est les télétravail, c'est les employment type. Tout ça, ça va déterminer une valeur numérique. Du coup, c'est une calculatrice. Les modèles de machine learning aura toujours une part d'erreur. Il n'y a aucun modèle de machine learning qui est parfait. Et c'est pour ça que vous voyez que ChatGPT, il aura toujours un petit encadré en bas qui dit ChatGPT peut faire des erreurs. Et il aura toujours des erreurs. Un modèle de machine learning sans erreur, ça n'existe pas parce que ça part sur des bases statistiques. Et en statistique, on ne parle jamais des 100%. On peut faire du 99,9999. On ne peut pas jamais parler de 100%. Jamais. Maintenant, la valeur, on peut la calculer. Et on la calcule grâce aux données des tests. Les biais, on a vu, c'est une déformation de la réalité qui peut, dans certains cas, engendrer des injustices. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une injustice, on va proposer à une femme un salaire plus petit si on décide que c'est l'intelligence artificielle qui va proposer les salaires. Et du coup, si on n'a pas fait attention, on risque pas seulement de faire perdurer une injustice, on risque aussi de se taper des amendes parce que la nouvelle réglementation autour de l'intelligence artificielle nous demande de faire attention autour de ça. Si les données utilisées pour entraîner une IA sont biaisées, l'IA, elle sera aussi. L'intelligence artificielle, encore une fois, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'état d'âme. Et si elle fait des choses de ce type, si elle fait des injustices, c'est parce que la donnée, elle est biaisée. Alors moi, je vais faire un petit exemple, mais c'est juste pour que vous voyez. J'ai une intelligence artificielle qui est capable de générer des images. Alors ça s'appelle Midjourney. J'ai un abonnement sur Midjourney pour faire des images. J'ai payé $10, $12. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Enfin, cet exercice, je l'ai fait il y a longtemps, mais si je tape CEO, ce qui veut dire patron, sur Internet, et que je lui dis, imagine-toi à quoi ça ressemble un CEO. Attendez. Du coup, à quoi ça ressemble un CEO? À quoi ça ressemble un docteur? Et à quoi ça ressemble un secrétaire? Du coup, les CEO, alors là, ça c'est depuis peu, ils ont changé. Ils sont jusqu'à il y a si peu, je faisais cet exercice, il y avait que des hommes, tous dans la trentaine. Alors là, ça veut dire qu'ils ont fait en sorte justement de corriger ces biais. Et c'est très bien. C'est la première fois on voit une femme, et ça me fait plaisir. Ça veut dire que Midjourney, il a mis à jour ses modèles. Docteur, jusqu'à il y a très peu, je vous faisais cet exercice jusqu'à il y a très peu, c'était pareil, que des hommes dans la trentaine. Là, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des femmes. Parce que moi, je suis père d'une fille, et ma fille, elle me disait une fois, les femmes, elles ne peuvent pas être docteurs. Elle me sortait des propos comme ça. Après, j'étais horrorisé. Je lui disais, mais de quoi tu parles? Effectivement, si dans les intelligences artificielles, les ingénieurs derrière, ils ne font pas attention. Et je suis assez content que Midjourney, il a corrigé ces trucs. Du coup, c'est très bien. Et effectivement, Secretary, bon, Secretary, elle a une connotation féminine, et c'est toujours une femme, c'est toujours comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça s'améliore petit à petit, mais voilà. Alors, il y a une grosse controversie de la part de Google, parce qu'aujourd'hui, Google, c'est une société qui est beaucoup justement dans l'inclusivité, dans faire que ce soit représentatif de ça. Les problèmes, des fois, c'est en faire trop. Google, il y a quelques mois, il y a une controversie parce que vous tapiez sur les intelligences artificielles de Google de faire des images des soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des nazis. Et du coup, dans l'intention de faire de l'inclusivité, on avait des soldats nazis noirs, des soldats nazis femmes. Alors, c'est absolument inexact. On ne peut pas avoir un nazi noir et on n'avait pas ça. Alors maintenant, on demandait des photos du pape. Alors, le pape, c'est un homme. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et les papes, du coup, ils nous donnaient aussi des papes noirs, des papes femmes. Et ça, du coup, c'est l'inclusivité. C'est très important. Maintenant, il ne faut pas non plus nier l'histoire. Je n'ai pas la réponse. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je n'ai pas la réponse jusqu'où pousser les curseurs, mais c'est quelque chose que, effectivement, quand on est dans un calculateur de salaire, il faut de toute évidence faire attention. Alors, quoi qu'il en soit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quelqu'un, là, il est 40, on sort 40, 1h40, on a un tout petit peu de temps. J'aimerais bien que quelqu'un allume le microphone, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, et que vous me dites à quoi peut servir la régression dans votre travail.
Est-ce que pour vous, les personnes qui sont présentes ici dans ces webinaires ont envie de parler et ont envie de me dire, est-ce que je peux faire des calculs des données pour calculer une valeur? Est-ce que c'est intéressant pour moi de faire la régression dans mon boulot? Ou pas du tout? Ça reste juste un truc anecdotique. Ou c'est à vous la parole? Il y a quelqu'un qui veut parler. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé non plus de partager. Si vous voulez couper le microphone, l'idée, c'est vous donner l'opportunité de parler pendant ces webinaires. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Ce qu'on peut faire, c'est aussi qu'on vous donne l'opportunité de parler avec nous de façon un peu plus confidentielle. Avec Olga, on a mis en place un système de prises de rendez-vous gratuit, confidentiel, des créneaux de 30 minutes. Vous pouvez aller sur notre site web, sur mlab.ai, c'est notre site web Machine Learning Lab, donc mlab.ai. Et si vous allez dans la rubrique Contact, vous allez tomber sur un formulaire de contact qui est connecté et indirectement synchronisé avec notre calendrier. Et du coup, vous dites, bah, les 27, mardi à 17 h, j'ai envie de parler avec vous. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez parler avec nous. La seule condition, c'est de respecter les créneaux et ne pas nous poser un lapin. Par contre, c'est 1, gratuit, 2, confidentiel, 3, on ne se moque pas de vous, toute question est valide, toute question est légitime. 4, c'est même pas lié à un besoin commercial. C'est-à-dire que vous avez les droits de prendre rendez-vous si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle. Pour vous, pour vos enfants, pour un test au niveau universitaire. Même s'il n'y a pas, disons, un intérêt commercial pour nous, si nous, on prend le temps de vous écouter et d'essayer de répondre à vos questions. Nous, on est convaincus que l'intelligence artificielle ne va pas voler votre travail, mais quelqu'un qui parle IA mieux que vous, probablement le fera. Et pour nous, encore une fois, parler IA, c'est plus que savoir, entre parenthèses, prompter. Moi, je connais ChatGPT, je sais écrire sur ChatGPT, je parle IA. Non. Je pense que parler IA, c'est savoir, dans les cadres de ChatGPT, savoir quand utiliser ChatGPT, quand ne pas l'utiliser. Quand lui faire confiance et quand ne pas lui faire confiance. Parler IA, c'est avoir les sens du bon sens, de se dire pourquoi ça, pourquoi, quand ça. Si l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, c'est poser les bonnes questions. Et tout ça, pour nous, on est convaincus, c'est vraiment l'alphabétisme et les bases autour de l'intelligence artificielle qu'on aimerait bien partager avec vous. L'intelligence artificielle, on forme à l'intelligence artificielle. Si les webinaires d'aujourd'hui, ça vous a plu, c'est vraiment un petit aperçu des formations qu'on fait. Nous, on fait des formations axées sur la pratique. Aujourd'hui, c'était très descendant parce que dans les webinaires, vous êtes là à écouter. Je vous ai ouvert la parole, la possibilité de parler. Personne n'a voulu allumer les microphones, c'est pas grave. Dans les formations, c'est pas comme ça. Dans les formations, on fait des exercices avec des groupes de maximum 10 personnes et on vous demande de participer, de faire vous-même les exercices. Et on va plus loin dans chaque exercice. Parce que c'est vous qui allez faire des choses. Et notre pédagogie, c'est qu'il y a un instructeur par groupe de 10 personnes maximum et que chaque personne est derrière son ordi à faire des exercices, à faire des modèles, à se poser les bonnes questions et à entraîner des IA, à faire des IA, à apprendre sur les sujets de l'IA, de la data, du machine learning, à parler IA. Nos méthodes, c'est toujours sur la pratique, toujours délivré avec un formateur et pas avec des vidéos qui les font pour vous. Là, vous n'avez pas un webinaire préenregistré. Là, ceux qui se sont connectés aujourd'hui, vous avez accès à une vraie personne à poser des questions. Les formations sont accessibles à tous. La plupart de nos formats sont des formations avec des outils no-code. Comme ça, c'est... Alors, évidemment, il y a des choses dont on a besoin de coder pour aller plus loin, parce que les outils no-code, il y a des limites quand même à ce qu'on peut faire, mais la plupart des formations qu'on offre, c'est avec des outils no-code. Sur notre site web, la rubrique formation, il y a tous les catalogues, il y a des dates, et si y a une formation qui vous plaît, vous pouvez tout simplement vous enregistrer, payer et réserver votre place. Ça, c'est les journaux qui ont parlé de nous parce que notre méthodologie, elle est un peu innovante et qu'on enseigne l'intelligence artificielle depuis bientôt 8 ans avec cette méthode. Du coup, voilà, si vous voulez consulter les formations, c'est sur le site web. Si vous voulez prendre rendez-vous pour échanger avec nous, c'est sur le site web. Et alors maintenant, si vous avez des questions, c'est les moments, c'est la troisième et dernière opportunité pour allumer les microphones. Si vous voulez poser une question, et que vous y a quelque chose qui vous reste à l'esprit, un sujet qu'on n'a pas touché, ou si vous avez une question, un sujet qu'on n'a pas abordé pendant les webinaires, c'est le moment d'allumer les microphones et poser votre question. Des questions? Moi? Allez, vous vouliez, Michel? Oui, bonjour Alix, on vous entend. Oui. Moi, c'était plutôt revenir sur le terme de régression.
Mhm. Juste pour revenir un petit peu dessus. Qu'est-ce que c'est que la régression? C'est ça votre question? Oui, revenir un La peu dessus. régression, c'est une technique statistique pour calculer la valeur calculer une valeur future, répondre à la question combien. Alors, Oui. combien de salaires doit avoir une personne en fonction de telle et telle variable? Combien de taux bancaires il faut proposer à une personne pour qu'elle achète son truc? Combien de prix il faut proposer pour un produit pour que la personne elle achète ou elle n'achète pas? Vous voyez, en fait, c'est toujours la régression, c'est les combien. Combien. Donc, c'est une technique mathématique qui répond à la question combien. Et combien en fonction d'autres variables. C'est ça la régression. Si vous voulez les visualiser, on parle souvent de régression linéaire. Mais il n'y a pas que la régression linéaire, il y a la régression non linéaire. La régression linéaire, ça parle, si vous voyez, par exemple, là, on a une variable et un résultat. Alors, on les fait sur une variable en Y, en X, en Y. Parce que c'est facile pour nous, les humains, de regarder ça. Si je rajoute plus de variables, on ne peut pas faire dans un tableau sur un ordi. Nous, les humains, on est limité, on peut voir que les choses en 2D. Et alors, en 2 dimensions, vous voyez que là, toutes ces valeurs-là, la régression, c'est faire la ligne qui passe au milieu de tous ces points-là. C'est vraiment faire un peu la moyenne, si vous voulez. C'est un peu la moyenne. Et du coup, j'ai un point ici. En fait, la valeur devrait être plus ou moins là. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle la régression. Alors maintenant, la régression n'est pas toujours linéaire. La régression, des fois, la ligne, ce n'est pas une ligne droite. Des fois, vous voyez, on ne peut pas forcer les choses sur une ligne droite. Des fois, c'est une ligne un peu courbe. Des fois, c'est une ligne très courbe, une ligne qui fait des trucs. Et du coup, on parle de régression non linéaire. Encore une fois, là, c'est monovariable. Dans cet exemple que je vous montre, c'est monovariable. Et dans la vie réelle, jamais c'est de monovariable. La plupart des choses dans la vie réelle dépendent de plein de trucs. On ne dépend pas, les salaires d'une personne, ça ne dépend pas seulement de combien de télétravail il fait. Ça dépend de plein de variables. Les problèmes avec plein de variables, c'est qu'on ne peut pas faire un plot, on ne peut pas les montrer dans une graphique comme ça à l'écran. Est-ce que ça répond à la question, Alex? Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la régression, les machine learning, l'intelligence artificielle, la data, simple ML for Sheets? Parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer ces webinaires. On va vous envoyer cette présentation. Et puis, encore une fois, on vous offre, je ne l'ai dit pas suffisamment, on vous offre notre temps. Si jamais vous avez une question, et encore une fois, il n'y a aucune obligation d'achat. Vous pouvez prendre... Excuse-moi, il y a une question dans le chat. Oui, il y a une question. On peut la prendre avant de clôturer, s'il te plaît. Alors, Nathalie qui pose une question. Bonjour, quel programme de maths dois-je réviser pour comprendre les machine learning? Alors, ça, si vous me demandez à moi, maintenant je suis DSC parce que je suis formateur en IA, je vous dis, il ne faut pas apprendre les mathématiques pour apprendre les machine learning. Il faut apprendre directement les machine learning pour s'intéresser au machine learning. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, mais nous, on est assez unique. Nous, on est assez unique. On a une philosophie. La plupart des gens qui enseignent les machine learning enseignent les bases d'abord des mathématiques. Ils enseignent toutes les bases mathématiques parce qu'ils s'estiment que vous avez besoin de ça. Nous, on commence par les machine learning tout de suite. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin. Moi, je trouve que notre méthodologie, c'est, je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce que c'est la différence entre un gradient boosted trees, un random forest, un decision tree. Je n'estime pas nécessaire en 45 minutes introductoires au machine learning vous expliquer ça. Maintenant, 99% des formations en machine learning, ils vont commencer par ça. La différence entre ces trois modèles. Chose que j'estime qu'ils sont tort. Je trouve que notre méthodologie, elle est vraiment unique au monde pour enseigner les machine learning. On a le droit de s'intéresser au machine learning sans aller dans les mathématiques. Maintenant, si on veut approfondir, évidemment, on peut approfondir. Mais ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Les machine learning, c'est un champ qui est vraiment énorme, vaste. Donc, la régression linéaire, c'est un champ. Mais il y a aussi d'autres choses, la classification. Pour faire des modèles de machine learning, si vous voulez vous intéresser vraiment à la mathématique derrière, vous pouvez aller jusqu'aux dérivés, étudier les intégrales, les dérivés en chaîne.
mais ce sont des sujets qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Nous, on estime avec Olga qu'on peut enseigner les machine learning. Et, par contre, si vous voulez rentrer plus dans les détails de ça, rien ne vous empêche. Est-ce que ça répond à la question, Nathalie? Je vois que votre microphone ne fonctionne pas. Est-ce que ça répond? Parfait. Merci. Une dernière question? En fait, vous expliquez ça de la même manière que le machine learning fonctionne. Vous parlez de la donnée du machine learning pour expliquer le machine learning. Parce que je trouve que c'est ça, en fait. C'est que vraiment la plupart. En fait, pourquoi on fait ce qu'on fait avec Olga? Il y a 8 ans, je me suis formé en machine learning. Mais je me suis formé avec des formations qui sont très, très intéressantes, mais super. Enfin, je m'endormais et je ne comprenais rien. Et surtout, on avait besoin des bases des mathématiques, des statistiques, des programmations, 5 mois à faire ça, jusqu'à que je pouvais faire les moindres trucs. Et c'était encore des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Avec Olga, on s'est dit, on va lancer un programme de formation en intelligence artificielle, mais on va se passer tout ça. Alors oui, effectivement, notre approche, vous n'avez pas compris les choses comme ça, non. Mais moi, j'estime que ça, on peut l'apprendre après. C'est un peu comme apprendre à parler. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles grammaticales avant de parler. Vous parlez. Et après, si ça vous intéresse, vous pouvez apprendre les règles grammaticales. Vous apprenez d'abord à parler et après, vous apprenez pourquoi est-ce que vous savez dire la chose d'une façon ou d'une autre. Nous, c'est la même chose. Maintenant, on est unique au monde. Hein. Il n'y a pas une boîte dans la planète, je vous dis, il n'y a pas une boîte dans la planète qui enseigne l'IA et les machine learning avec cette méthodologie. On est unique. Mais c'est les paris depuis 8 ans et puis on espère que ça... On faisait beaucoup de formations aussi en présentiel à Paris avec des particuliers avant les Covid. Il y a les Covid qui est arrivé, ça nous a arrêté un peu, ça nous a obligé à faire des choses beaucoup plus avec des webinaires, avec ce type de format. Et après, il y avait eu ChatGPT. Et ChatGPT, c'est bien parce que c'est intéressant, c'est mal parce que maintenant, tous les gens qui vont jouer sur ChatGPT se disent « je m'y connais en IA ». Et du coup, ils se connaissent dans un aspect de l'IA, mais ils ne se connaissent pas dans... Il y a beaucoup plus de choses intéressantes à apprendre autour de l'IA qui peuvent vous servir au-delà des ChatGPT. Le ChatGPT, pour nous, les formateurs, c'est un couteau à double tranchant. Mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir. La dernière fois, je l'ai dit, vous pouvez aller sur notre site web, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Vous n'avez pas obligation de nous acheter quoi que ce soit. En fait, j'ai eu vraiment des étudiants, des personnes qui se posent des questions existentielles sur leur futur, sur leur parcours, si les machine learning et l'IA, c'est des choses pour lui ou pas. Tout ça, on prend. Et on ne facture pas. Mais par contre, on vous donne 30 minutes. Par contre, il faut respecter les créneaux que vous réservez par respect pour nous, parce que quand on a un créneau, on ne fait pas autre chose, on vous attend. En tout cas, voilà. On arrête la présentation. Merci beaucoup à tous de vous avoir connectés. Merci. Un bon vendredi, un excellent week-end et rendez-vous d'ici peut-être 2-3 semaines pour les prochains webinaires. Hein. Oui. On va voir. Sur les agents. Je pense qu'on va les faire sur les agents. On verra. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Merci. Bon week-end à l'avance. Bon week-end. Au revoir.